De retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Constant Lemou et Samson Maoulolo Arlija. Nous continuons maintenant de parler des relations entre le Sénégal et le Mali. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu donc en visite au Mali et Ousmane Sonko a déclaré, c'était lundi dernier depuis Bamako, que personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Ousmane Sonko s'exprimait donc à l'issue d'un entretien avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre malien, Choguel Kolaka Maïga. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ d'honneur. Il y a quelques jours, je présente au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple, a fait savoir donc le chef du gouvernement. Nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer fermement l'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé, je continue à les dénoncer et comme je l'ai dit, c'est sous notre régime, ce genre de pratique ne pourra jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Voilà qui rassure parce que depuis quelques semaines, il commençait par circuler un certain nombre de bruits comme quoi il y aurait rupture entre le Sénégal et les pays de l'AES et tout. Je pense que cette visite d'Ousmane Sonko était de nature aussi à faire taire toutes ces voix. Oui, exactement. Et ces rumeurs, selon moi, n'étaient pas fondées. Ousmane Sonko, beaucoup de gens attendaient à ce qu'Ousmane Sonko, une fois au pouvoir, la façon dont ils ont été très virulents dans l'opposition, prennent le parti de l'AES contre la CEDEAO. Mais face à la réalité du pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il fallait plutôt jouer un rôle de médiateur. Et ce rôle de médiateur qu'ils ont endossé, ont fait dire à beaucoup de personnes qu'ils ont trahi leurs propos précédents et qu'ils étaient maintenant devenus des agents de l'autre camp contre les pays de l'AES. Or, le Sénégal ne sait jamais, justement, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne se sont jamais prononcés en faveur des sanctions de la CEDEAO, par exemple. Ils ont toujours critiqué ces sanctions, toujours appelé à ce qu'ils soient levés. Et le Mali et le Sénégal sont des deux pays qui sont liés par l'histoire et la géographie. Donc, une rupture des relations entre le Sénégal et le Mali serait tout aussi catastrophique pour l'un que pour l'autre. Et je pense que ces rumeurs-là ont été pas vraiment fondées. On peut peut-être critiquer la façon dont la diplomatie sénégalaise essaie de jouer la médiation entre les pays de l'AES et la CEDEAO parce qu'ils veulent que ces pays renoncent à l'AES et retournent dans le giron de retournent vers la CEDEAO, parce que ces pays-là n'acceptent pas. Mais une rupture n'est pas à l'ordre du jour et je pense que ces rumeurs étaient complètement infondées. Vous pensez que donc cette visite d'Ousmane Sonko était plus dans l'optique de montrer qu'il n'y a pas de problème entre leurs deux pays, Sénégal et Mali? Je pense que la visite du Premier ministre Ousmane Sonko au Mali était plus qu'importante. C'était pratiquement une urgence. Après l'attaque du Mali au niveau de Zaouatène. Et dans la même foulée, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, à Dakar, donc, a revendiqué, disons, avoir collaboré, avoir fourni les informations. Et donc, ils ont participé, il reconnaît, être porte-voix de l'organisation qui a planifié toute cette attaque pour que les forces maliennes et les instructeurs russes soient pris dans un traquenard, dans un piège. Donc, cette sortie de l'ambassadeur ukrainien a créé l'urgence que les officiels sénégalais, donc le Premier ministre, aille rassurer le régime malien du soutien, ou du moins que le Sénégal ne soutenait pas cette attaque, ou du moins ne partageait pas l'opinion de l'ambassadeur ukrainien. Alors, parce que l'attitude des officiels sénégalais après cette sortie de l'ambassadeur ukrainien inquiétait un peu. Parce que si Ousmane Sonko et Diomaye Faye tenaient
à leurs promesses avant leur élection, ils auraient eu une attitude beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis de l'ambassadeur ukrainien. Mais nous n'avons pas senti cela. Juste une convocation pour se dire quoi, on ne sait pas, mais aucune mesure n'a été prise contre cet ambassadeur. Ça n'a pas du tout fait l'objet de l'expression d'une inquiétude dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Ukraine. Si ces deux dirigeants sénégalais tenaient à leur engagement avant leur élection, eh bien, ils se seraient comportés beaucoup plus rigoureusement envers l'ambassadeur ukrainien et ils auraient déjà mis des points d'interrogation sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Ukraine. Ouais. Parce que, clairement, Ousmane Sonko a dit, pendant qu'il était encore sous les verrous de Macky Sall, que dès qu'il sortirait, dès qu'il prendrait le pouvoir, eh bien, il se rangerait du côté des pays de l'AES pour combattre le terrorisme et amener la CEDEAO à être refondue pour rechercher complètement les voies de sortie de souveraineté, les voies de sortie du néocolonialisme. Il a dit à l'hémicycle sénégalais, il a demandé à la France de lever son genou du coup des pays francophones ou bien des pays africains. Il a dit, les vidéos sont encore là, mais dès qu'ils ont accédé au pouvoir, j'ai l'impression que Ousmane Sonko et son acolyte Diomaye Faye veulent que la France ajoute un second genou sur le cou des pays africains. Parce que visiblement, ils ne font rien, ou plutôt ils sont en train de se contredire, de se raviser, parce qu'ils auraient découvert le monstre qu'ils ne connaissaient pas quand ils étaient dans l'opposition. Preuve, Diomaye Faye demande à l'OTAN, qui combat les pays de l'AES, de se positionner à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Lors de sa dernière visite en France, Diomaye Faye a demandé clairement que l'Union européenne vienne aider le Sénégal à contrôler sa frontière avec le Mali. Et pourtant, le Sénégal n'est pas en guerre avec le Mali, le Sénégal n'est pas en conflit. Une incursion des terroristes par la frontière avec le Mali. Mais pendant que les forces de l'OTAN sont renvoyées du Sahel, Diomaye Faye demande à ces mêmes forces de venir se positionner. Alors, conséquence, c'est un soutien pour le terrorisme contre les pays du Sahel. Même s'ils ne le disent pas clairement, on ne peut pas parler de l'Union européenne sans parler de l'OTAN, sans parler du terrorisme. Ce sont des liens intrinsèques. Alors, le duo sénégalais, que toute l'Afrique qui aspire à sa souveraineté, ce duo que toute l'Afrique a soutenu, est en train de décevoir. Alors, est-ce que les Sénégalais sont prêts à continuer dans ce que tout le monde semblait dénoncer, ou bien ils vont réagir, ou bien les Sénégalais vont réagir? Nous allons voir dans les jours à venir ce que le peuple sénégalais voudrait vraiment nous passer comme information ou bien comme communication dans cette attitude des deux dirigeants. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali, c'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit. Ces propos, selon vous, ont-ils rassuré? Rassuré, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas comment le colonel Assimi Goïta a perçu ses propos. Une chose est sûre, c'est que comme l'ont dit les experts militaires, l'Ukraine a sûrement agi à partir d'un pays frontalier du Mali. Parce que pour pouvoir donner ces genres de renseignements, d'abord prendre contact avec les groupes et rebelles, donner ces genres de renseignements et accompagner, il faut, je ne dis pas que c'est le Sénégal, parce que rien ne prouve jusque-là que c'est le Sénégal. Même si l'ambassadeur sénégalais et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a été parmi l'un des premiers à partager les vidéos et a été très fier de cela. Et par après, il a été convoqué par la diplomatie sénégalaise qui lui a fait comprendre qu'elle était neutre dans le conflit entre le Mali et entre la Russie et l'Ukraine. Elle n'était pas pro-russe, elle était neutre.
Donc, du coup, je ne sais pas comment le colonel Assimi Goïta, qui lui a pris son parti dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a perçu ses propos. Est-ce que c'est des propos rassurants ou pas? Et ce qui est sûr, c'est que Diomaye Faye comme Sonko font l'exercice du pouvoir. Il y a une différence entre la critique lorsqu'on est derrière et l'exercice du pouvoir. Et maintenant, qui font l'exercice du pouvoir, ils ont choisi d'être dans un équilibrisme. Cet équilibrisme-là ne rassure pas et peut être dangereux pour eux parce qu'ils peuvent facilement sombrer aussi de l'autre côté comme de l'autre côté. Et pour le moment, ils semblent plus pencher du côté de l'Occident que du côté des pays africains. Lorsque Diomaye Faye demande par exemple à ce que l'Union européenne vienne sécuriser les frontières avec le Mali, c'est un peu dommage parce que il aurait peut-être pu demander à rejoindre les exercices militaires conjoints que ces pays-là mènent pour pouvoir sécuriser leurs frontières communes. Le fait de poster l'OTAN à ce niveau-là, l'OTAN ne va pas se contenter de surveiller la frontière, il va se contenter aussi d'aider ces vieux amis qui sont de l'autre côté de la frontière. Et c'est ce qui est dommage. Mais tout ça, je pense qu'ils découvrent le pouvoir sous un jour nouveau, ils découvrent le pouvoir dans sa complexité, et ils ne savent pas vraiment comment agir par rapport à beaucoup de questions, et ils commettent quelques petites erreurs. J'ose espérer qu'ils vont peut-être se corriger dans les mois ou dans les années à venir. Sinon, la rue qui les a amenés au pouvoir sera aussi peut-être prompte à les dégager. Il ne faudrait pas qu'on oublie que cette même rue a porté Macky Sall au pouvoir contre Vans et Maré, contre Wade qui ne voulait rien attendre. Et que quand, 10 ans après, le chef président Macky Sall a voulu faire les mêmes erreurs que Wade, la même rue s'est réveillée et l'a chassé. Donc il doit faire très attention, parce qu'il pourrait même qu'il ne fasse finalement qu'un seul mandat. Là, on parle du Mali. Les sorties médiatiques contre les journaux, les juges qui sont affectés dans les endroits, les juges, par exemple, qui ont condamné Sonko sont aujourd'hui dans les endroits les plus reculés. Et ceux qui l'ont un peu acquitté à l'époque sont aujourd'hui promus. Donc, tout ça, par exemple, risque de ne pas permettre à ce duo-là de rester longtemps au pouvoir. Et il faudrait qu'il fasse attention, surtout ce qui est de la politique extérieure. Est-ce que vous pensez possible que, parce qu'après l'attaque de Tinzaouaten, on a vu la réaction du renseignement ukrainien, surtout le porte-parole du renseignement Andriy Youssov, qui se vantait d'avoir fourni des informations aux rebelles Touareg du CSP, et il réagissait depuis le Dakar au Sénégal. Est-ce que vous pensez que dans un État qui a les moyens de renseignement, une ambassade peut aider des groupes rebelles sans que l'État accréditaire ne soit au courant? Ah non, ça c'est amuser les enfants que de dire que le pouvoir sénégalais n'était pas au courant de ce qui se passait à travers l'ambassade ukrainienne à Dakar. Et d'ailleurs, parmi les nationalités qui sont tombées sous le feu de l'AES, figure un bon nombre de Sénégalais recrutés, soi-disant pour aller combattre en Ukraine, mais c'était pour combattre le Mali. Et parmi ceux qui sont encore dans les tunnels enfermés, nombreux sont les Sénégalais. Ensuite, si le pouvoir sénégalais ne savait pas et qu'il y ait cette sortie des officiels ukrainiens sur le sol sénégalais, je pense que la réaction aurait été beaucoup plus sévère que cette constatation diplomatique que nous avons, cette collaboration que nous avons constaté entre le pouvoir sénégalais et l'Ukraine. Parce que ça a été une formalité, un trompe-l'œil, que de dire l'ambassadeur ukrainien est convoqué. Pourquoi faire? Pourquoi il n'y a pas une information officielle? Pourquoi il n'y a pas eu une certaine rigueur dans la réaction des officiels du pouvoir sénégalais? Et juste cette formalité, je ne crois pas. Ensuite, le Sénégal n'a jamais, à ma connaissance, n'a jamais été touché par les actes de terrorisme. Jamais. Et pourtant... Peut-être un peu dans la Casamance avec les rebelles. Ça, c'est un autre problème. Oui. Avec les rebelles indépendantistes du Sénégal, ça, c'est une longue histoire. Comme le Boko Haram au Nigeria. C'est une autre histoire. Mais le terrorisme qui menace les pays de l'AES, bien que le Mali partage une grande frontière avec le Sénégal n'a jamais été touché par un acte terroriste. Allez comprendre qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui Diomaye Faye et demande que l'OTAN vienne se positionner entre le Sénégal et le Mali. Ça, ils doivent avoir de très bonnes raisons. Et si c'est pour constituer
une seconde base pour mieux encercler les pays de l'AES, parce que le Sénégal, dans cette position stratégique-là, l'Algérie, qui ne semble pas aider les pays de l'AES, moins encore le Maroc, la Côte d'Ivoire, qui a pris son parti, qui est devenu totalement une base militaire de l'OTAN, le Bénin, qui est encore là, grandement ouverte aux forces de l'OTAN, le Nigeria, qui n'est pas rassurante pour la sécurité du Mali et du Niger, eh bien, l'OTAN est en train d'encercler les 3 pays de l'AES pour une invasion ultérieure. Bien sûr, la France, à travers les généraux, ont clairement dit l'intention et les objectifs dans un très proche avenir. Et puis, ce sont les pays africains qui servent leur pays comme base militaire contre les pays frères et les peuples frères. Voilà le paradoxe que nous sommes en train de vivre. Mais de toute façon, qu'il y ait invasion, que l'OTAN occupe toute l'Afrique occidentale ou francophone, ce n'est pas pour l'intérêt du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Bénin ou moins encore du Nigeria. Les pays n'ayant que des intérêts, les Blancs n'ayant qu'un seul objectif, à savoir effacer tout ce qui est nègre pour s'approprier de ce que les territoires des nègres contiennent, eh bien, je ne sais pas pourquoi les populations de ces pays restent encore bouche bée en regardant s'installer ces forces nuisibles. Alors, le Premier ministre sénégalais a aussi eu ses propos. Nous sommes tous des pays souverains et nous devons nous respecter dans nos choix souverains et nous respectons le Mali dans ses choix, nous respectons le Burkina dans ses choix. Dire nous sommes tous des pays souverains, si je mets le rapport avec les propos tenus par le président Diomaye Faye en France, ça veut dire le Mali a aujourd'hui la souveraineté de sortir de la CEDEAO, de l'AES, nous n'allons pas le critiquer. Mais en même temps, nous aussi, nous avons le droit, la souveraineté de faire venir nos partenaires. Comme je l'ai dit, c'est des gens qui découvrent le pouvoir et qui vont choisir de faire un exercice d'équilibrisme. Ils ne veulent pas faire clairement le choix de la rupture. Ils veulent se positionner en non-aligné. Et comme il a dit à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, qu'ils sont un pays non-aligné, ils n'ont pas pris parti dans le conflit russo-ukrainien. Donc, ils ne continuent pas à parler avec l'Ukraine, comme pas parler avec la Russie, ils ne font pas de différence. Sauf que c'est souvent compliqué d'être non aligné dans ce genre de situation. Donc pour moi, je pense que cette demande de Diomaye Faye de faire venir l'Union européenne, les troupes de l'Union européenne pour sécuriser sa frontière, est peut-être une condition à des financements que le pays doit recevoir. Et quand on sait que la plupart de nos pays vivent sous perfusion des aides occidentaux parce que nous n'arrivons pas à négocier bien nos contrats miniers, nous n'arrivons pas à bien gérer nos ressources, nous ne sommes pas parvenus jusque-là à définir une politique fiscale qui permet à l'État de relever les ressources qu'il faut pour pouvoir se financer. Lorsque vous êtes en face d'une personne qui vous finance parfois et que vous n'avez pas le courage de sortir la main de la poche de votre financier, vous faites parfois des compromissions qui vous seront après fatales. Et c'est un peu ce qui est triste actuellement et c'est ce que nous déplorons. Mais comme il a dit, c'est un peu ce que le Bénin aussi a toujours dit, ils sont aussi un pays souverain. Si vous choisissez d'aller avec la Russie, ils peuvent décider d'aller avec la France, c'est leur droit le plus absolu. Et sur ce point, on ne peut pas les critiquer. Mais ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce choix serait profitable au Sénégal sur la longue durée? C'est ce que je ne pense pas et je ne crois pas. Mais il faut rappeler une chose, les pays de l'AES qui veulent leur souveraineté n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques et économiques avec n'importe quel pays. Bien sûr. Aucun pays, aucun du tout. Mais ont exigé une révision des contrats miniers. Mais dites-moi, lorsque, par exemple, vous formez en France, la tête complètement française, blanchie, vous représentez le Togo dans une négociation avec la France. Que pensez-vous défendre pour le Togo? Rien. Parce que vous avez déjà des garanties que vous aurez tel avantage ou tel autre suite au contrat que vous allez biaiser en faveur de la France. Parce que vous n'êtes pas patriote. Mais celui qui est patriote
vous n'allez pas me dire que les Africains ne sont pas suffisamment intelligents, suffisamment forts dans les négociations, dans la connaissance de la gestion des contrats et des ressources pour négocier, pour signer de bons contrats. Qu'est-ce que le Mali est en train de faire? Qu'est-ce que le Niger est en train de faire? Réviser les contrats, tous les contrats. Celui qui offre mieux, c'est lui qui gagne. Les 3 pays n'ont pas besoin d'autorisation d'aucun autre pays avant de confier telle ou telle exploitation de ressources à une firme qui n'est pas du pays. Oui. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe au Sénégal. Oui, même les contrats d'exploitation du pétrole que le Diomaye Faye et Sonko paraissaient dénoncer. Maintenant qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas même plus ce point, ils ont une procédure pour réviser. Mais ils n'aboutiront à rien. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils demandent même à la France d'ajouter le second genou sur le cou de l'Afrique, des pays africains. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Sonko et Diomaye Faye ne feront rien. Parce que à la dernière minute, nous avons compris que la facilité avec laquelle ils ont réussi à se faire élire au premier tour, c'est qu'il y a eu des accords que le peuple sénégalais n'a pas eu connaissance. Et c'est ce qu'ils sont en train de respecter au fait. Ce sont les derniers accords, les accords de dernière minute. C'est ce que Sonko et Diomaye Faye sont en train de respecter. Et ce n'est pas possible pour eux aujourd'hui de prendre des mesures contre les intérêts français au Sénégal. Ce ne sera pas du tout possible. De toute façon, dans le contexte actuel, le Mali non plus n'a pas intérêt à prendre le Sénégal pour un ennemi. Non, parce que le port sénégalais est le port du Mali. Et le Mali s'approvisionne beaucoup par rapport au port sénégalais et le Mali n'a aucun intérêt à ce que les relations entre les 2 pays soient rompues. Toutefois, le Mali a besoin de garanties pour être sûr que l'ennemi ne viendra pas du Sénégal. Et je pense que la visite de Sonko est allée dans ce sens-là. Maintenant, comme je l'ai dit, lorsque vous voulez être neutre dans certaines situations, vous pouvez facilement nuire à l'autre en vous disant que vous défendez aussi votre souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a besoin d'un pays qui, au nom de sa souveraineté, va partiser avec ses ennemis ou d'un pays qui le soutient activement et qui se montre solidaire? Surtout que, comme nous venons de le dire, lorsqu'ils étaient en prison, eux-mêmes ils ont dit, et leurs députés ont clairement dit sur beaucoup de chaînes internationales, qu'ils allaient rejoindre l'AES dès qu'ils arrivaient au pouvoir. Ils ont été clairs sur ça. Maintenant, face au pouvoir, ils ont choisi l'exercice d'être équilibristes et malheureusement, je ne pense, comme je l'ai dit, je ne suis même pas sûr que le peuple sénégalais actuellement se retrouve ou reconnaît ces dirigeants-là. Et s'ils ne font pas attention, peut-être qu'ils ne feront finalement qu'un seul mandat. Parce que les vrais problèmes du pays, ils ne s'y attaquent pas, ils font beaucoup de sorties et c'est un peu dommage. Encore faut-il qu'il finisse le mandat. Il suffit des prochaines législatives et qu'ils perdent encore la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est foutu pour eux. Ils peuvent être contraints à la démission. Parce que, franchement, si le Sénégal veut être... peut-être pas, mais la cohabitation de Sonko, oui. Diomaye Faye, Sonko n'est pas quand même président. On l'oublie souvent. Ah oui? Donc c'était lui la figure de proue, mais il n'est pas président. Sonko peut être effacé du jour au lendemain. Et Diomaye Faye sera contraint de faire la politique de la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, entre le Mali et le Sénégal, il y a nécessité de collaboration parce que économiquement, les 2 pays sont interdépendants. Lorsque le Sénégal avait accepté de fermer sa frontière, mais je ne pense pas que le Mali a plus perdu que le Sénégal. Parce que beaucoup de productions agricoles sénégalaises sont vendues sur le marché malien. Et inversement, le Mali dépend du port, comme vous l'avez dit. D'accord. Ces pays n'ont pas, si vous permettez 2 secondes, ces pays n'ont pas choisi un équilibre ou bien une souveraineté comme ça. Non. Ces pays sont des pays résignés à travers leurs dirigeants. Ils ont choisi de se résigner devant cet engagement populaire de l'Afrique aujourd'hui. Parce que les dirigeants qui sont amenés à se prononcer sur leur politique intérieure et leurs relations extérieures ne peuvent pas et n'ont pas le courage de dire non
au néocolonialisme. Il nous reste à peine une 25 minutes pour finir cette émission. On va attaquer le dernier sujet. C'est le Togo. On parle donc de la nouvelle constitution qui a basculé le pays dans la 5e République à l'issue des de la dernière modification, les dernières élections législatives également, qui ont donné une très très large majorité de députés au parti de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Tout cela ne passe pas du côté de l'opposition et une certaine société civile. L'Alliance nationale pour le changement, parti d'opposition, a réagi dans une note publiée, signée par son président Jean-Pierre Fabre. Je lis juste un extrait. Le peuple togolais doit puiser en lui-même la force nécessaire pour empêcher le RPT UNIR de le considérer comme un ramassis d'imbéciles qu'il peut en permanence violenter et berner pour atteindre ses objectifs. Ce sont les écrits de Jean-Pierre Fabre qui ajoutent « Personne ne doit plus accepter le mépris du RPT UNIR. Le mot d'ordre doit être désormais « no pasarán ». J'espère que je le dis bien, c'est en espagnol, il me semble, et cela signifie en français « ils ne passeront pas ». Et donc l'ANC appelle à s'indigner de la corruption, de la falsification, de la manipulation, de la duplicité, du mensonge d'État. Ça fait beaucoup de choses que le parti reproche au pouvoir. Constant Lemou, vous comprenez, c'est la rhétorique habituelle de l'ANC ou bien c'est des reproches justifiés? Je ne crois pas que l'ANC puisse changer. Là, c'est l'Alliance nationale pour le changement, mais je ne crois pas que l'ANC puisse changer. Et vous en souvenez, à la veille de l'ouverture de la campagne du double scrutin du 29 avril, l'ANC et le FDR avaient organisé des manifestations contre la nouvelle constitution. Ayant programmé la première journée n'a pas connu un échec patent, la deuxième journée programmée a été tout simplement annulée en lieu et place des manifestations contre la Constitution. L'ANC et le FDR ont lancé la campagne législative et régionale pour gagner le maximum d'élus à l'Assemblée nationale et revenir sur la Constitution de la 5e République et cette fois-ci à l'hémicycle. Devant l'échec de l'opposition à cette élection, eh bien, je m'attendais à ce que ces forces trouvent la sagesse d'aller plus loin que ce qu'elles ont l'habitude de faire pour comprendre et expliquer les nouvelles orientations du combat pour essayer de se redonner un peu de force sur le terrain politique. Mais malheureusement, on ne l'a pas senti. Les élus n'ont pas siégé. Ils ont préféré trahir la confiance de ceux qui ont voté pour eux. Et aujourd'hui, c'est l'ANC, à travers son président, qui traite le peuple togolais de ramassis d'imbéciles. Non, il dit que le peuple, que le pouvoir, permettez-moi de retrouver exactement les mots, il dit que pour l'ANC, donc il dit que le pouvoir prend le peuple togolais pour un ramassis d'imbéciles. Ce sont leurs propres termes à l'endroit du peuple. Justement, c'est l'ANC qui traite le peuple togolais de ramassis d'imbéciles parce que vainement ils tentent de mobiliser la population ayant compris, les Togolais ayant compris la duplicité de cette opposition, ne répond plus à leur appel. Alors, l'ANC trouve mieux de traiter les Togolais de ramassis d'imbéciles. Mais c'est ce qu'il faut comprendre de cette déclaration. Parce que régulièrement, le parti au pouvoir, les députés élus à l'Assemblée nationale multiplient des rencontres d'échanges sur cette nouvelle constitution, son contenu et ça, la mise en place progressive des institutions, des nouvelles institutions prévues par cette constitution-là. Nous voyons bien la mobilisation organisée par les élus du peuple. L'opposition appelle à des rassemblements pour contester, mais personne ne répond.
C'est pourquoi l'ANC trouve que les Togolais sont un ramassis d'imbéciles. Alors, il appartient à tout Togolais de comprendre et d'avoir l'attitude responsable vis-à-vis de cette déclaration. D'accord. Je rappelle encore la formule exacte. Le pouvoir de Lomé considère les Togolais comme un ramassis d'imbéciles qu'il violente et berne pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est le parti qu'il a écrit en disant que c'est le pouvoir qui considère. Ça reste toujours les mots du parti. La note de Jean-Pierre Fabre est quand même disponible. Vous comprenez quand même aujourd'hui la réaction de l'ANC qui dénonce ce qu'il appelle la forfaiture, en parlant même de la modification de la Constitution, qui ne respecterait aucun test législatif. Pour l'ANC, tout cela est indigeste. Je suis vraiment peiné de voir que l'opposition togolaise ne va toujours pas à l'école de la réelle politique. Je ne vais pas aller dans les arguments légaux, juridiques par rapport à cette constitution, mais une chose est sûre, dans l'état actuel des choses, le vin est tiré et refuser de boire ce vin ne va rien changer. J'aurais aimé peut-être que ce parti-là, ou que ces partis soient déjà en mode de bataille pour les prochaines municipales, pour pouvoir conquérir assez de mairies et pour montrer aux populations de quoi ils sont capables. Parce que dans les élections municipales, comme ce sont des élections de proximité, lorsque vous vous organisez bien, vous avez plus de chances d'avoir des sièges là-bas que dans d'autres circonstances. Même si vous estimez que l'adversaire ou le parti en face est une machine à fraude, lorsque ce sont des élections de proximité, des élections de quartier, on peut dire comme ça, les chances de mobiliser les gens autour des idéaux communs, pragmatiques, sont plus élevées lorsque vous dites que vous voulez conquérir le pouvoir pour faire ci, pour faire ça. Et cette proposition-là continue par aller malheureusement d'erreur en erreur. C'est comme ça que nous avons vu cette proposition dire il fallait que le président de la République dégage, sinon il n'ira pas aux élections parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Finalement, on leur a même proposé de faire une loi à l'époque qui changeait un peu le jeu, mais laissait quand même le président de la République se présenter. Ils disent non, ils ne veulent pas. Finalement, ils vont aux élections, ils perdent les élections et ils commencent par manifester pour dire que cette élection n'a pas été organisée dans les règles de l'art et que le monsieur ne devait pas se présenter. Il faut quand même, à un moment donné, que l'opposition togolaise aille à l'école de la réelle politique. Lorsque vous voulez prendre le pouvoir dans des circonstances comme les nôtres, vous ne pouvez pas être tout le temps dans la contestation. Il faut à un moment donné accepter ce qui est et voir et faire le maximum de ce que vous avez dans vos mains. Le fait même de refuser d'aller au Parlement est assez dommage parce que c'est là où vous pouvez faire entendre votre voix et dire pour l'histoire et pour la postérité que quand on voulait voter telle loi, vous avez proposé telle chose à la place, mais ils n'ont pas accepté, là on saura. Et c'est vraiment très dommage que cette opposition continue, comme je le dis, à faire les mêmes erreurs encore et encore. Mais est-ce que vous pensez que cet appel à l'indignation sera suivi? Non, parce que l'ANC a bénéficié au cours de ces premières heures de l'aura de l'UFC à l'époque. L'UFC qui mobilisait des foules et qui quittait des kilomètres au fait. Mais depuis les élections de 2010, l'ANC n'a plus mobilisé de force. Si l'ANC se base sur la mobilisation de 2017 pour penser que les gens sortiront, 2017 ce n'était pas l'ANC, c'était le PNP. L'ANC n'est venu que récupérer la mobilisation du PNP et surfer sur cette mobilisation-là. Donc ça fait déjà plus de 14 ans actuellement que l'ANC en tant que force politique ne mobilise plus les masses. Et il faudrait aussi qu'ils prennent en compte cela pour savoir qu'ils sont devenus un parti qui ne parle plus au Togolais. Du has-been. Hein? Du has-been, en fait. Et la réelle politique demande de prendre compte de cela et de faire des changements à l'interne. Peut-être que c'est le visage de M. Fabre qui ne parle plus Togolais. Peut-être qu'en mettant devant un dirigeant nouveau, plus jeune, plus frais, les populations togolaises vont se retrouver en cette personne-là. Mais non, il y a un dialogue de sourds au niveau de l'opposition togolaise qui continue par appliquer les mêmes méthodes encore et encore depuis près de 30 ans. Et ça ne marche pas. À un moment donné, je le répète encore, il faut que cette opposition aille à l'école de la réelle politique. Et il y a ce qui est fait, mais même si vous estimez que le jeu est verrouillé n'importe comment, il y a toujours des petites ouvertures par lesquelles vous pouvez passer pour changer la donne. Il y en a toujours. Et pour ça, il faut être réaliste et pragmatique. C'est les Togolais qui ne veulent plus s'indigner ou c'est l'ANC qui ne mobilise plus? En réalité, l'ANC n'a pas de militants. Non, c'est trop dur aussi. Je vais vous l'expliquer clairement. C'est un peu trop fort, là. L'ANC a eu 16 députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. 2018, l'ANC a boycotté les élections.
2020, l'ANC se présente et se retrouve avec 4%. Désolé, oui. Parce que, paix à son âme, Monseigneur Kodro a décidé de regrouper l'opposition, ceux qui veulent le changement. Et l'ANC a dit non. Ceux qui veulent le changement ont abandonné l'ANC. Ce ne sont pas des militants de l'ANC. Bien. Dernières les élections législatives et régionales, l'ANC a un député. Nous sommes d'accord. À Lomé, dans son fief, proprement battu et régulièrement, presque dans tous les bureaux de vote. A dénoncé des fraudes, une forfaiture électorale, un fichier électoral vicié. Ils ont fait circuler des images, des photos d'autres circonscriptions électorales. Nous n'avons pas vu une seule photo, une seule image, soit photo ou vidéo, dans le fief de l'opposition. Aujourd'hui, Ablogame est devenu le fief de UNIR. Parce que à Ablogame, UNIR a proprement battu l'ANC. Alors, c'est où la base de l'ANC? C'est où son fief? Et l'ANC a compris que aux législatives, aux municipales prochaines, aux élections municipales prochaines, s'il faut considérer le comportement des électeurs à ces dernières élections, eh bien, Jean-Pierre Fabre doit plier bagage. Tous les maires de l'opposition plient bagage parce qu'ils seront battus l'année prochaine aux élections municipales. Vous êtes prophète. C'est ce que je ne suis pas. Je fais juste une observation du comportement de l'électorat à Lomé. Parce qu'ils n'ont rien partout ailleurs. Ils n'ont rien, absolument rien. Et puis lorsque l'ANC traite les électeurs, la population, les Togolais d'imbéciles, il y a un adage qui dit bien, seuls les imbéciles ne changent pas. L'électorat a changé. Ceux qui suivaient les partis de l'opposition ont changé. Seuls les leaders de l'opposition n'ont pas changé. Alors qui est imbécile? Entre celui qui ne change pas ou bien celui qui change. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je le répète, cet adage ne vient pas de moi. Si UNIR a battu l'opposition dans son fief, dans le Golfe, c'est parce que les électeurs ont dit « on ne vous suit plus. Nous ne sommes plus d'avis avec vous. » Mais les leaders de l'opposition n'ont pas changé. Ils se sont comportés en bons imbéciles et ils ont le résultat. En tout cas, demain ou après-demain, s'ils ne changent pas, et je suis sûr qu'ils ne vont pas changer, parce qu'ils sont déjà tous vieux, leur vision s'exprime au passé. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau, il revient à la jeunesse de se remobiliser pour créer une opposition politique responsable dans ce pays. Parce que c'est aussi un danger que le parti au pouvoir maîtrise tous les arcanes du pouvoir sans avoir une opposition en face. Ce n'est pas bien pour le pays. Il faut une opposition constructive, participative, attirer l'attention du pouvoir en place sur les éventuelles erreurs, toujours pour l'intérêt du peuple togolais. D'accord. Est-ce que vous pensez que, parce que depuis le lancement de ce mot d'ordre « no passerán », comme je le dis, ne passeront pas, on n'a pas vraiment l'impression de voir les gens bouger d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que le parti aujourd'hui aussi a de la peine à tirer, j'ai envie de dire, leçon de ce que on ne mobilise plus? Oui, parce que le parti, comme il a dit, vit un peu au passé. Et son état-major n'a pas changé depuis là. Ce n'est pas un parti qui se renouvelle avec de nouvelles têtes. Mais le responsable de la jeunesse de l'ANC a plus de 50 ans. Bon, il pourra dire que la jeunesse est dans la tête là, que c'est la jeunesse peut-être un état d'esprit. Je ne sais pas ce que vous avez comme Jean et Clou, mais... mais il a plus de 50 ans. Je sais. Le responsable de la jeunesse. Qu'il est jeune dans la tête. Peut-être bien, moi, je ne sais pas. Et c'est vraiment ce qui est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé qu'actuellement, ils soient en ordre de bataille pour les prochaines municipales, en allant parler aux populations des défis quotidiens. Même là, est-ce qu'ils ne risquent pas de se prendre à leur propre piège parce qu'ayant rejeté la 5e République, ces prochaines élections seront organisées sous le jour de la 5e République. Et c'est ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire, si Jean-Pierre Fabre voulait vraiment rejeter la 5e République, il fallait démissionner
et du poste de maire et du poste de député à la fois. Parce que actuellement, les mairies sont aussi administrées par cette 5e République-là. Donc c'est ça ce que j'appelle la réelle politique. C'est une opposition qui n'arrive pas à proposer aujourd'hui une réelle politique. Et contrairement, peut-être je vais aller dans un sens contraire à mon co-débatteur, c'est que les électeurs potentiels de ces partis ne se mobilisent pour aller voter. Bien sûr. Simplement. Ce n'est pas vraiment qu'ils ont changé de veste, mais ils restent à la maison chez eux. Ils se disent de toute façon, ces gens-là, on ne peut rien entendre d'eux, on ne peut rien espérer d'eux. Les conditions, le fichier électoral était toujours aussi mauvais quand Jean-Pierre Fabre avait 30% aux élections présidentielles et 16 députés. Le fichier n'a pas changé en temps. Donc, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas que la fraude est devenue plus féroce, non. S'il faut le dire, ce n'est pas qu'il est devenu plus féroce, c'est parce qu'il a dégringolé et que sa base électorale ne lui fait plus confiance. Et si ce parti veut continuer à vivre, il faudrait vraiment que l'état-major du parti se renouvelle, que de nouvelles têtes viennent, comme le sait très bien le faire le parti Unir, où on voit tout le temps de nouvelles têtes venir et apporter leur contribution au parti. Et on aura beau critiquer ce parti pour beaucoup de choses, on peut lui accorder quand même ce bénéfice de faire quand même venir régulièrement de nouvelles têtes. Ce qu'on ne remarque pas au sein des partis comme l'ANC et les autres partis de l'opposition, qui sont finalement contre l'alternance à leur propre sein, mais qui veulent l'alternance au niveau du pays. Ce que je trouve assez dommage parce que ce n'est pas cohérent. S'il y a quand même quelque chose qu'il faut noter à l'ANC, c'est quand même un parti de l'action qui propose, parce que les autres de l'opposition aussi, on ne les sent pas proposer quelque chose, une alternative non plus. En réalité, personne ne propose rien. Parce que eux-mêmes n'étaient animés... L'ANC appelle à l'indignation, lance un mot d'ordre... Oui, les autres ont été pragmatiques. Pour quel objectif? Ils ont choisi. Pour quel objectif? De faire avec ce qu'ils ont actuellement. Samuel, je dis bien la veille des élections législatives et régionales, ils ont organisé, ils ont prévu des manifestations contre la Constitution. Premier jour, échec de mobilisation. Deuxième jour, abandon. Campagne. Résultat médiocre. Qu'est-ce qu'ils proposent à qui? Je suis d'accord avec vous que les électeurs aient divorcé avec leur parti de l'opposition. Oui, ces anciens adeptes de l'opposition, ou pas des adeptes sympathisants de l'opposition, n'ont pas tout de suite rejoint le camp du parti au pouvoir. Mais ils ne vont pas tarder à le faire. Parce que aujourd'hui, les Togolais ont compris, les électeurs ont compris la supercherie des partis politiques de l'opposition. Ils se sont rendus compte. Le taux de participation à Lomé dans le Golfe d'une manière générale est faible parce qu'effectivement, les électeurs de l'opposition se sont abstenus, ils ne sont pas allés voter. Les électeurs mobilisés par le parti au pouvoir sont allés voter, ils ont gagné. Alors, s'ils ont divorcé avec les partis de l'opposition, vous pensez qu'ils resteront toujours les bras croisés? Parce qu'ils attendent un nouvel opposant. Peut-être. Et à défaut de ce nouvel opposant, ils vont se rallier tout simplement à la vérité, à la réalité de la politique. Ah oui, il vaut mieux composer avec celui qui travaille pour nous, avec nous, lui dire directement ce que nous pensons, plutôt que de rester dans une imagination qui ne produit absolument rien. Ces gens sont en train de se masturber, mais leurs boutiques ont prospéré dans ce qu'ils recherchaient, se remplir les poches. Aujourd'hui, ils en ont suffisamment eu. Ils ne proposent rien de nouveau à personne. En réalité, dès le départ, dès les années 90, l'opposition n'avait rien proposé. On a surfé sur les mécontents, les aigris du pays pour mobiliser. Mais progressivement, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, ils ont été victimes des supercheries. C'est pourquoi les Togolais se sont ressaisis et plus personne ne reviendra mentir à ces Togolais. Personne. En tout cas, les partis de l'opposition dits traditionnels, depuis les années 90, même ceux qui avaient profité de l'absence du boycott de l'opposition traditionnelle en 2018, n'ont pas pu non plus prospérer avec ces nouvelles élections, parce que le parti au pouvoir a sorti tout son armada pour écraser toute velléité sur le terrain. Le résultat est là. Il faut que les Togolais repensent leur politique.
parce que l'opposition n'a jamais rien proposé, n'a jamais initié quoi que ce soit pour le bien de ce pays. Alors, c'est comme vous le dites au niveau de ces partis d'opposition, notamment de l'ANC, les dirigeants n'incarnent plus grand-chose pour leurs militants. Pourquoi ces derniers aussi ne s'expriment pas? C'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme interne pour qu'ils s'expriment? Oui, je pense que c'est des partis qui sont assez mal organisés et ce n'est pas... En Afrique, la plupart des partis d'opposition sont souvent mal organisés. Ils arrivent parfois à se faire sur des vagues de mécontentement pour mobiliser les foules. Lorsqu'ils sont maintenant au pouvoir, ils arrivent à s'organiser parce que organiser une opposition, un parti politique, ça demande beaucoup de moyens. Et souvent, ces gens-là n'ont pas les moyens de le faire. Maintenant, comme il a dit, quand vous voyez peut-être le nombre d'adhérents que la plupart des partis ont, ça ne fait pas mouche. Hein. Ce n'est pas un nombre d'adhérents extraordinaire. Ce n'est pas beaucoup de gens qui sont des adhérents réguliers de ces partis-là. Mais pour moi, le problème ne se situe pas à ce niveau. Ce qu'il faut, c'est que l'état-major de ces gens de partis qui demande même l'alternance, c'est-à-dire quand vous demandez l'alternance, vous devez pouvoir pratiquer d'abord l'alternance à votre niveau. On peut être chef de parti, mais ne pas être le candidat aux élections. Il y a beaucoup de pays où le chef de parti, on sait que c'est lui le chef de parti, mais c'est d'autres personnes qu'on propose pour aller aux élections présidentielles parce qu'on a étudié le terrain. On se dit, bon, lui là, avec le profil qu'il a, il serait mieux que le mettre en avant parce qu'il est plus constructif, il est plus au courant des choses que nous actuellement. Vous allez voir un parti comme l'ANC ou tous les partis d'opposition qui ne savent pas aujourd'hui envahir l'espace numérique. Alors que la jeunesse auquel ils s'adressent, ceux qui sont nés en 2003 aujourd'hui, en 2005 aujourd'hui, qui n'ont pas connu l'ère du feu général et Adema, sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais vous avez un parti qui veut communiquer avec ces gens-là, communiquer avec leurs parents en 90. Ça ne peut pas marcher. Et ça, lorsqu'on atteint un âge donné, il faut pouvoir laisser la place à des jeunes qui sont plus aguerris à ces choses-là et les conseiller derrière en leur montrant peut-être ne faites pas les mêmes erreurs qu'on a fait, mais les laisser aussi faire. Ces jeunes sont où? Si le parti n'arrive pas à attirer ces jeunes, c'est que le parti n'arrive pas à proposer, comme l'a dit mon frère Lemou, quelque chose de clair, une alternative claire, un programme clair dans lequel ces jeunes talents se retrouvent pour rejoindre le parti. Et là, c'est dommage parce que ça montre quand même que c'est un parti qui n'est pas parti à l'école de la réelle politique. Et ce qui est vraiment dommage. Oui. En fait, ces partis ne permettent pas à la jeunesse de s'épanouir. Alors, carrément. La jeunesse va chercher mieux ailleurs. Soit elle se résigne, soit elle va chercher mieux ailleurs. Comme je ne vais pas vous dire aussi oui, qu'il ne conseillerait pas aux jeunes de rentrer dans la politique, sinon au parti au pouvoir. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Personne ne fait du soleil à l'autre. Personne ne fait de la place au soleil à l'autre. C'est ça le principe des leaders de l'opposition. Ils n'admettent pas la contradiction en leur sein. Vous avez vu que nous avons vécu ensemble les différentes crises au sein de ces partis de l'opposition, où celui qui lève le doigt pour apporter une idée différente de celle du leader est tout simplement un paria et rayé des listes du parti. Quel parti n'a pas connu ça? Tous les partis, pratiquement. Ça montre clairement que ce que nous avons pensé être des leaders politiques, ce que nous croyons être des alternatives, Dieu merci pour le Togo, eh bien, Dieu nous en a épargné parce qu'on risquait de la catastrophe. Messieurs, merci Constant Lemou. Merci Samuel, à vous. Mes salutations à tous ceux qui nous écoutent. Néanmoins, notamment Geoffroy du côté de Notien. Mes amis Ali Diato à Wiamde, ainsi que M. Haradema. Tous, je les salue et merci pour leur écoute attentive. Ils vont être contents de vous entendre. Samson, merci. Oui, merci à tous ceux qui nous ont regardés et à la prochaine. Et merci à tous d'être restés en notre compagnie. Je vous retrouve le samedi prochain.